C'est fou quand on y pense. On a pratiquement tous un appareil magique dans la poche. Ouais, Un truc capable de nous connecter instantanément à des milliers de célibataires dans un rayon de 10 km. c'est vrai. Et sur le papier, c'est l'outil ultime, quoi. On pourrait logiquement se dire que la solitude, c'est fini. Que trouver un partenaire de vie n'a jamais été aussi simple. Et pourtant, Et pourtant, la réalité qu'on observe, c'est exactement l'inverse. L'isolement émotionnel explose en fait. Chercher une relation stable, c'est devenu, mais vraiment un parcours du combattant. totalement, une énorme source de frustration. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va se pencher sur cette mécanique, sur ce paradoxe fascinant. On s'appuie sur un guide hyper complet, publié fin avril 2026, qui s'intitule sobrement « Comment rencontrer quelqu'un de sérieux ». Un très bon document d'ailleurs. Ouais, très riche. Et l'idée ici, c'est pas de lister des petites astuces superficielles, genre comment optimiser sa bio. Non, ça n'aurait aucun intérêt. Ok, décortiquons tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi la machine s'est enrayée et comment on peut reprogrammer notre approche de l'engagement. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette analyse prend à rebours toute notre vision très hollywoodienne de l'amour, en fait. La fameuse rencontre sous la pluie. Voilà, c'est ça. On a été biberonné à cette idée que la rencontre décisive, c'est un pur coup de chance. Une collision magique au coin d'une rue. Le destin, quoi. Exactement. Sauf que le diagnostic de ces guides est assez clinique. Laisser sa vie émotionnelle entre les mains du hasard pur, surtout dans notre environnement technologique actuel, c'est la garantie de l'échec. Carrément. Chercher un partenaire aujourd'hui, ça exige une intentionnalité radicale. Et c'est pas un manque de romantisme de dire ça, c'est juste une adaptation vitale à notre époque. Ce qui soulève une question inévitable, en fait. Qu'est-ce qui a rendu notre environnement si hostile à la construction d'un couple? La technologie joue un rôle massif. Ouais. Avant même de chercher des solutions, il faut regarder le problème en face, la mécanique psychologique de ces fameuses applications. Bien sûr. Parce qu'elles ont démultiplié les opportunités, ça c'est indéniable, hein, le bassin de profil il est infini. Sans fin. Mais la conséquence de cette abondance, c'est ce que le texte appelle l'illusion de choix, non? C'est ça. Et cette illusion de choix, c'est le moteur numéro 1 de l'insatisfaction. En fait, notre cerveau, il n'est pas câblé pour traiter une abondance pareille. Ouais, des centaines de visages par minute, c'est pas naturel. Pas du tout. Et face à ça, il se passe un truc psychologique bien documenté, c'est la paralysie de la décision. On bug, quoi. On bug, et surtout, on dévalue immédiatement l'option qu'on a sous les yeux. Ah ouais. Parce qu'il y a toujours cette petite voix insidieuse qui dit « Pourquoi je ferais l'effort colossal d'apprendre à connaître cette personne, avec ses failles, ses défauts, alors que d'un simple mouvement de pouce, je peux trouver quelqu'un de plus drôle ?» Ou de plus grand, ou de plus dispo. Exactement. Théoriquement plus parfait. C'est le triomphe de la consommation rapide, mais appliqué à l'humain. Le fameux syndrome du « il y a toujours mieux ailleurs ». C'est terrifiant quand on y pense. Ça me fait penser, c'est vraiment comme se retrouver devant un buffet à volonté gigantesque. Oh oui, très bonne image. Tu vois, poussé à l'extrême, t'as des dizaines de plats magnifiques devant toi. Mais au lieu de t'asseoir, de choisir un bon plat et de vraiment le savourer pour te nourrir. Tu picoles à droite, à gauche. Voilà. Tu passes ta soirée à prendre une miette ici, une bouchée là, tu ressens jamais la satiété. Non, jamais. Et le pire, c'est que pendant que tu mâches ton bout de fromage, t'as déjà les yeux braqués sur le plateau de dessert qui sort des cuisines. C'est exactement ça. Et le résultat, émotionnellement parlant, c'est quoi? On enchaîne les rencontres superficielles, les dates sans lendemain. Et on rentre chez soi avec un vide monumental. Un épuisement même. Ouais, l'outil qui devait nous aider à transformer l'amour en une suite d'entretiens d'embauche jetables. C'est quand même un sacré retournement. C'est parce que la mécanique même de ces plateformes, elle sabote notre attention. Or, l'attention, c'est la matière première de toute relation. Sans attention, on construit rien. Rien du tout. Une connexion profonde, ça n'est pas d'un algorithme qui matche 3 photos et une bio marrante. Ça demande du temps, de la patience. De traverser les silences un peu gênants. Exactement. Ces moments de flottement, ils sont normaux. Mais en entretenant l'illusion que le partenaire parfait est à un clic, le numérique détruit cette patience. La compatibilité réelle, elle est complètement sacrifiée sur l'autel de la nouveauté. Mais alors, parce qu'il faut être honnête, si on comprend que cet environnement externe est toxique, il y a aussi un problème interne, non? Ah, on ne peut pas blâmer que les algorithmes, ça c'est sûr. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une contradiction humaine assez ironique. Laquelle? On entend tout le temps des gens dire, avec une conviction folle, « moi, je veux quelqu'un de sérieux ». Ah oui, la fameuse phrase. Mais quand tu grattes un peu, que tu demandes ce que ça veut dire concrètement, plus personne. C'est le fou artistique total. Le vide intersidéral. C'est ça. On veut un résultat hyper important,
Mais avec une méthode inexistante, c'est comme monter dans un taxi et dire au chauffeur « emmenez-moi quelque part de sympa ». Ah ah, très bon tiens. Bah oui, tu fais ça, tu t'étonnes pas de finir perdu dans une zone industrielle glauque à 3 heures du matin. C'est clair. Sans adresse précise, tu vas nulle part. Si on relie ça au contexte global, cette absence de plan de route émotionnel, c'est de l'auto-sabotage pur et simple. Et ça explique pourquoi les gens répètent toujours les mêmes erreurs. Exactement. Le concept central du document ici, c'est qu'il faut faire un véritable audit personnel, avant même de chercher quelqu'un. Un audit. Le mot fait un peu entreprise, non hein? Un peu, oui, mais c'est l'idée d'être rigoureux. Et attention, un audit, c'est pas juste faire une liste de loisirs communs. Genre, on aime tous les deux la rando et Netflix? Voilà, c'est sympa la rando, mais c'est pas ça qui va tenir une vie de couple face aux épreuves. Un vrai audit émotionnel, c'est définir ses valeurs de fond. Du style, Quel est mon rapport à l'argent, à la famille? Comment je gère les conflits? Quels sont les besoins émotionnels sur lesquels je ne peux pas faire de compromis? ce qui implique, et c'est hyper dur je trouve, d'identifier clairement ce qu'on ne veut plus tolérer. Les non négociables. C'est le plus difficile, oui. Parce que si tu avances à l'aveugle, sans ces critères, non seulement tu vas t'enferrer dans des trucs toxiques, mais tu deviens incapable de voir un partenaire compatible. Même s'il est sous ton nez. Exactement. Le manque de vision, ça rend aveugle. C'est une bascule paradigmatique, en fait. Il faut arrêter d'errer en cherchant la bonne personne avec un grand B. Ça n'existe pas, la bonne personne universelle. Non, il faut définir qui est la bonne personne pour soi, à ce moment précis de sa vie. Sinon, on devient juste un réceptacle passif. On absorbe les attentes de l'autre, on se tord pour entrer dans un moule. Juste par peur d'être seul. C'est ça, par peur du vide. Bon, mettons que j'ai fait le job. J'ai fait mon introspection, mon audit est nickel, j'ai l'adresse pour le taxi et je boycotte le buffet à volonté des applis. Ok, très bien. Comment on traduit ça dans la vraie vie? On cherche où? Parce que le guide parle de revenir à des environnements organiques, Oui, les activités sociales, les associations, les événements ciblés. les réseaux professionnels aussi, je crois. Tout à fait. Parce que ces contextes y favorisent une authenticité que l'écran détruit direct. L'intérêt commun agit comme un premier filtre. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que je dois tout supprimer et me forcer, je sais pas moi, à m'inscrire à un cours de poterie? Ou de la peinture sur soi? Juste dans l'espoir caché de croiser une célibataire agachée? C'est le piège classique de cette recommandation. Parce que ça a l'air épuisant, et un peu hypocrite si je déteste la poterie. Non, bien sûr que non. La nuance est hyper importante ici. Il ne s'agit pas de faire semblant pour s'en servir comme d'un terrain de chasse. Ça se verrait tout de suite en plus. Et tu serais malheureux. Le principe, c'est de capter la différence entre un filtre numérique et un filtre naturel. Ok. En ligne, c'est un algorithme opaque basé sur du vent. Mais dans la vraie vie, si tu vas à un club d'escalade parce que tu aimes vraiment l'escalade, Bah le filtre, c'est la salle d'escalade. voilà, tu sais déjà que les gens là-bas ont un intérêt commun. Peut-être un mode de vie similaire, un certain rapport à la nature, au sport. Le contexte brise la glace. Et t'as le langage corporel direct. C'est ça. Le ton de la voix, la répartie, l'humour, tout s'évalue sans le filtre d'un écran. Donc le contexte fait le tri naturellement. Et d'ailleurs, le texte dit qu'on n'est pas obligé d'éradiquer les applis à 100%. Non, on peut les garder. Mais si on les utilise, c'est plus de la consommation de masse. On devient hyper sélectif, chirurgical même. On utilise notre fameux audit comme un tamis impitoyable. Exactement. On reprend le contrôle de l'outil. Ok, continuons notre scénario. La magie opère, on rencontre quelqu'un au club d'escalade. Les valeurs s'alignent, on se dit bingo, c'est gagné. Ah, si seulement c'était si simple. Hein. Sauf que le début d'une relation, c'est souvent un immense champ de mine. Et l'auto-sabotage revient au galop. Surtout sur la question du rythme et des fameux red flags. Ces fameux signaux d'alerte. Oui. Et en fait, on voit deux énormes erreurs au début. Soit on crée un déséquilibre en allant beaucoup trop vite. Le fameux emballement. Voilà. On projette un fantasme sur l'autre, on veut combler un vide, on met une pression étouffante. Et ça fait fuir. Forcément. Mais l'autre erreur, c'est l'inverse. C'est rester dans le flot. On esquive les discussions importantes par terreur de braquer l'autre. On marche sur des œufs pendant des plombes. En espérant qu'un jour, ça devienne sérieux par magie. Mais du coup, parce que là, j'ai l'impression d'entendre un paradoxe impossible. Comment ça, Sam? On nous dit « n'allez pas trop vite, n'étouffez pas l'autre », mais juste après, on nous dit « ne fuyez pas les sujets profonds et posez vos limites ». C'est vrai que ça a l'air contradictoire. C'est le grand écart. Si au deuxième vers, je dis « moi, je veux fonder une famille d'ici 3 ans », c'est pas la définition même d'aller trop vite. Cela soulève une question importante, et c'est le cœur du problème. Il faut faire la distinction entre la précipitation émotionnelle et la clarté intentionnelle.
Ok, c'est quoi la différence? La précipitation émotionnelle, c'est dire « je suis déjà amoureuse de toi, viens on vit ensemble le mois prochain ». Ça, c'est de la projection, c'est irrationnel. Ça fait peur. Oui. La clarté intentionnelle, c'est de la transparence. C'est dire « écoute, moi aujourd'hui je cherche à construire un truc stable. Si tu veux juste t'amuser cet été, on n'est pas sur la même longueur d'onde. » Je vois. C'est poser le cadre sans mettre la pression sur la personne elle-même. Exactement. Et tu sais quoi? Exprimer ses intentions de manière posée, ça ne fait jamais fuir quelqu'un qui veut la même chose que toi. Ça fait juste fuir ceux qui voulaient pas s'engager. Et c'est tant mieux. C'est un filtre redoutable, pas une erreur. Et ça nous amène au sujet des red flags, les trucs incohérents qu'on voit, mais qu'on décide d'ignorer. Oh, on est les champions pour ça. C'est fou comme notre cerveau peut se contorsionner quand on veut que ça marche. On voit une incohérence de valeur, un manque de respect, et on met des œillères. On se dit que ça va s'arranger. C'est juste le stress, il va changer, c'est le biais des coûts irrécupérables, non? Totalement. On a investi du temps, des émotions, alors on s'accroche. Accepter l'inacceptable juste pour pas être seul, c'est s'assurer une relation qui va nous détruire à petit feu. La dissonance cognitive tourne à plein régime à ce moment-là. On justifie l'injustifiable pour sauver l'illusion. D'où l'intérêt de l'audit du départ, non? Voilà. Parce que quand tu as défini tes limites à froid, rationnellement, c'est beaucoup plus dur de t'aveugler quand les émotions s'en mêlent. Ouais. Poser ses limites, dire non quand ça dérape, c'est un acte de préservation. Alors, prenons un peu de recul, parce que quand on liste tout ça, C'est beaucoup de travail. mais c'est titanesque. Fuir les applis addictives, faire une introspection digne de 10 ans de thérapie, se forcer à sortir, jongler entre clarté et rythme, gérer les drapeaux rouges comme un vigile, C'est vrai que, dit comme ça, ça demande une énergie colossale. C'est un deuxième emploi. c'est épuisant pour beaucoup de gens. Et face à cet épuisement, la source met en avant une vraie alternative de fond. Le fait de déléguer tout ça. De se faire accompagner. Exactement. Par des agences matrimoniales haut de gamme. Le guide cite l'agence L'Oasis, par exemple, comme référence de ce nouveau paradigme. Oui, c'est un retour en force très intéressant. Et c'est une réponse directe à la fatigue générée par les applis. Parce que c'est l'opposé des applis, en fait. Totalement. L'appli te noie dans le volume, l'agence, c'est un entonnoir ultra serré. C'est là que l'idée d'auditeur émotionnel prend tout son sens. Exactement. Tout ce travail d'introspection, de tri, de détection des red flags, c'est fait en amont par un professionnel neutre. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Ça me fait penser au domaine de la santé. Comment ça? Si t'as mal au ventre, tu peux aller sur Internet et chercher tes symptômes à 3 heures du matin. Et tu finis par croire que tu vas mourir dans l'heure, oui? Voilà, tu paniques ou tu te trompes. Alors que l'approche saine, c'est d'aller voir un spécialiste. On délègue à quelqu'un qui a du recul. C'est une excellente comparaison. Et dans le cas d'une agence comme l'Oasis, la valeur ajoutée, c'est pas juste de te présenter quelqu'un. C'est d'enlever l'incertitude. C'est ça. L'obstacle de la fameuse clarté intentionnelle est déjà levé. Les deux personnes à la table savent pourquoi elles sont là. On perd plus d'énergie à se demander si la personne veut s'engager ou si elle s'ennuie un dimanche. Le cadre neutralise ces frictions-là. On se base sur une vraie compréhension des parcours de vie, des blessures, des aspirations. Ça brise le cercle vicieux. Complètement. Un intermédiaire extérieur va t'empêcher de retourner vers les profils toxiques qui t'attirent par habitude. On remet l'humain au centre. Bref, si on retrace tout ce cheminement, on a une vraie feuille de route. Une feuille de route exigeante. Étape 1. On refuse l'illusion de choix. Terminer le buffet à volonté. Étape 2, l'audit. Définir ses valeurs et ses limites fermes. Ensuite, on cherche dans des contextes organiques, dans la vraie vie. On communique ses intentions clairement, sans s'emballer. Et zéro concession sur les red flags. Voilà. Et si ça devient trop lourd, on n'hésite pas à s'entourer de pros. Le maître mot de tout ça, c'est de reprendre le contrôle. La passivité, aujourd'hui, c'est mortel pour la vie amoureuse. Faut arrêter d'attendre le destin. Oui, construire une relation, c'est un acte délibéré. Ça demande du courage, du discernement et beaucoup d'exigences envers soi-même. Ce qui nous amène à une réflexion de fin assez troublante, je trouve. Quelque chose à méditer. Je t'écoute. On vient de passer ce moment à dire qu'il faut faire des audits, cartographier ses valeurs comme une entreprise, définir des limites, et même engager des chasseurs de tête pour notre cœur. C'est très clinique dit comme ça. Exactement. Et face à cette rationalisation, on peut se demander, est-ce que notre époque a assassiné la magie et la spontanéité amoureuse? C'est la grande critique, oui. Ou bien, et c'est l'autre façon de voir les choses, est-ce qu'on est enfin en train d'accorder à notre vie émotionnelle le sérieux, la structure et le respect absolu qu'elle a toujours mérité? C'est un changement de perspective vertigineux.
Carrément. C'est une excellente piste de réflexion pour tous ceux qui nous écoutent. C'est là-dessus qu'on clôture cette plongée d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.